rendez-vous, bonjour. Une nouveauté en ce mois de mai, les rencontres littéraires nous ont invités à lire quelques livres coup de cœur. En effet, un cercle de lecture avec les participants qui ont été invités à partager leur lecture et à commenter leurs préférences. Aucun thème imposé pour cette première. C'est Chris qui entamera la séance avec « Changer l'eau des fleurs » de Valérie Perrin. Le romancier Jean-Paul Jiménez nous parle de son dernier ouvrage, Lambeaux d'une jeunesse au pays Qatar. Notons aussi la présence de Myriam Mas, secrétaire de l'association En roue libre qui présentera Stupeur de Zeruya Chalef. Cathy, Kilomètre zéro de Maud Anquois. Guylaine Delchambre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt. Rosine, Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Yvan, Sécheresse, un roman policier de Daniel Hernandez. Ivan, 100 millions d'années et un jour, de J.B. Andrea. Odile, La suite inoubliable, de Akira Mizubeyashi. Maryse Martignol, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Brigitte Baumati, Emma Picard, de Mathieu Bellesi. Marie-Claire, La petite fille, de Schlink. Thomas, Les trois vents de Gérard Prémel. Jackie, Le grand secours de Reverdy. Une séance pleine de promesses à renouveler sans aucun doute, en améliorant quelques détails, comme le temps imparti à chaque intervenant ou le choix d'un thème par exemple. Et maintenant, le maître de Cabestany, qui est un sculpteur anonyme du XIIe siècle, identifié par les historiens de l'art à partir des années 30, grâce à la découverte d'un tympan roman dans l'église de Cabestany. Son style distinctif et ses œuvres remarquables, telles que des chapiteaux, des sarcophages et des modillons, sont principalement situés dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'en Catalogne, en Toscane et en Navarre. Yves, je vais commencer par une petite question un peu naïve. Est-ce que le maître de Cabestany, lorsqu'il réalisait ses œuvres, est-ce qu'il travaillait seul ou est-ce qu'il était avec une équipe? Évidemment avec une équipe. Au Moyen-Âge, je pense que l'artiste seul n'existe pas. Il travaille toujours avec une équipe. Et l'équipe, elle a plusieurs objectifs. D'abord, former de jeunes sculpteurs, mais également réaliser des œuvres, permettre la réalisation des œuvres beaucoup plus importantes. Donc ça, ce sera tout au long du Moyen-Âge ainsi. Les caractéristiques de ces sculptures, notamment les visages à facettes et les expressions riches, rendent son travail facilement reconnaissable. Bien que son identité reste inconnue, son influence sur l'art religieux de l'époque est largement reconnue. Un musée à Cabestany est dédié à son œuvre, présentant des moulages de ses sculptures majeures pour étudier et valoriser cet art médiéval. Et en ce mois de mai, les rendez-vous ont renoué avec leurs escapades culturelles grâce à la volonté et à la détermination de deux adhérentes. Le but, Gérone et sa fête des fleurs, puis Bessalou et la visite d'un musée. La matinée, lourde et ensoleillée, n'a pas facilité les déplacements dans les rues de la ville, encombrées et saturées de visiteurs. L'après-midi, pluvieuse et orageuse, nous oblige à changer de destination. Le musée du château de Peralada sauvera cette fin de journée. Des collections de tableaux, de céramique, de cristal, sans oublier la splendide bibliothèque. La visite se termine par les origines de la célèbre marque de voitures du début du XXe siècle, l'Hispano Suiza. Une belle fin pour cette journée de reprise. Alors, rendre hommage à une actrice à la stature de Catherine Fro, ça a été le choix des rendez-vous pour cette dernière session d'étoiles de la saison. En effet, elle fait ses débuts au cinéma en 1980 dans le film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais. Catherine Fro a remporté plusieurs Césars,
dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Un air de famille en 1997 et celui de la meilleure actrice pour Marguerite en 2016. Chaos, de Colline Serrault, est un film engagé qui met en lumière les luttes des femmes et les injustices sociales, tout en offrant une réflexion sur la condition humaine et la possibilité de changement. Le film raconte l'histoire d'Elsa Valentin, une préparatrice en pharmacie dans la quarantaine, en cours de divorce et souffrant de dépression. Ce thriller psychologique explore les thèmes de la folie, de l'instinct maternel et de la quête de vérité. Une créatrice de rose renommée est en difficulté financière et au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Vera, sa fidèle secrétaire, tente de sauver l'entreprise en engageant 3 employés en contrat d'insertion. Un homme heureux, de Tristan Seguela. Un maire conservateur d'une petite ville du nord de la France, est en pleine campagne pour sa réélection. Sa femme, Edith, lui annonce qu'elle a toujours ressenti être un homme et décide de faire sa transition de genre. Cette révélation bouleverse Jean, mettant en péril à la fois son mariage et sa campagne électorale. Coup d'éclat, de José Alcala. Fabienne, capitaine de police, passe la majeure partie de son temps à traquer les sans-papiers et les clandestins. Sa routine est bouleversée par la mort d'une jeune prostituée sans papier, Olga, qui semble être un suicide. Et maintenant, on va parler des tsunamis. Ces vagues géantes qui déferlent et qui submergent les côtes représentent une menace pour les populations qui vivent dans des zones côtières. Les événements catastrophiques survenus en Indonésie, telle a été la question, sont-ils possibles en Méditerranée et sur nos côtes? C'est ce que nous allons voir avec la conférence de Pierre Serra, Tsunami en Méditerranée. Merci Pierre de venir donner cette conférence sur les tsunamis. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a déjà eu des tsunamis en Méditerranée? Bonjour Yvan, merci de poser cette question. Effectivement, depuis, on va dire, 3 millénaires, il y a eu un grand nombre de tsunamis en Méditerranée. Alors, les dernières études qui ont été faites montrent qu'au cours du dernier millier d'années, il y a eu environ 290 tsunamis en Méditerranée, ce qui est énorme. Alors, ces tsunamis ont des magnitudes différentes. Certains tsunamis sont totalement dévastateurs et d'autres sont en eux-mêmes très importants, mais comme il y a moins d'enjeux, c'est-à-dire moins de population, moins de villes tout autour, eh bien ils représentent un danger moins important. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que est-ce qu'il va y avoir un tsunami de manière imminente? C'est la question qui est posée en titre de cette conférence. Alors, on peut se référer effectivement à ce qu'a dit l'UNESCO en 2022, qui a dit que dans les 30 prochaines années, un tsunami aurait lieu à 100% en Méditerranée. Autrement dit, on est sûr d'avoir un tsunami dans les 30 prochaines années selon l'UNESCO. Alors, il y a 2 choses à distinguer. D'une part, la Méditerranée orientale, où les tsunamis sont effectivement extrêmement nombreux, en particulier sur l'arc égéen, l'arc hellénique, et d'autre part, la partie occidentale, qui nous concerne davantage, sur la côte méditerranéenne, où les tsunamis sont beaucoup moins importants, beaucoup moins nombreux, et leur probabilité d'occurrence est nettement moindre. Donc nous, en tant que Catalans habitants sur cette côte, je pense que nous sommes beaucoup moins exposés, et c'est ce qui est à souligner par rapport aux propos un peu alarmistes, va-t-on dire, de l'UNESCO. Et donc c'est avec cette dernière conférence que s'achève ce magazine, mais également la saison des rendez-vous de Saint-Estève. Nous vous souhaitons à tous et à tous de très très bonnes vacances et rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison culturelle. En attendant, en cœur, culturez-vous bien.